Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 19 septembre, vous regardez le CEF Les Invités. Merci de nous rejoindre au programme de cette émission. 3 invités, 3 témoignages. Rencontre avec Louis Burton, le skipper originaire de Rambouillet, participe pour la 2e fois au Vendée Globe. Il nous livrera ses ambitions pour cette compétition. Et en plateau avec nous ce soir, Annie Couton, la présidente du club de baseball Les Couillards de Montigny-le-Bretonneux. Elle reviendra sur la finale de play-off de l'équipe senior, une chance pour le club de remonter en D1. Et enfin, du 10 au 25 septembre, la consommation locale est mise en avant avec Mangeons Local en Île-de-France, un moyen de mettre en lumière les agriculteurs, les artisans et les restaurateurs qui soutiennent la consommation locale. Témoignage de Nicolas Longuet, responsable de la production à la biscuiterie RT du Perret en Yvelines. Et de la voile pour commencer, nous vous en avions parlé la semaine dernière, la course du Vendée Globe approche. 3 skippers originaires des Yvelines participeront à cette édition 2016. Parmi eux, il y a Louis Burton. Le navigateur âgé de 31 ans est originaire de Rambouillet. Il participe à son 2e tour du monde sans escale et sans assistance le 6 novembre prochain. Notre journaliste sportif Michael Midoro l'a rencontré. Regardez. On est quasiment 30 au départ. Au début, l'organisateur avait limité à 27 le nombre de bateaux et puis finalement ils ont ouvert parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres de places, donc c'est bon signe. Et puis après au niveau de la course et en tant que coureur, c'est super intéressant parce que ça fait un plateau très diversifié. Il y a un niveau de compétition qui est très élevé et en même temps plein de rencontres et une ambiance un petit peu différente. Vous aviez abandonné lors de la précédente édition. Vous pensez terminer la course cette fois-ci ? C'est l'objectif ? Alors, on ne peut pas dire qu'on pense terminer la course parce qu'il y a une dimension aventure, donc une entreprise dont la fin n'est pas certaine sur le Vendée Globe. Il y a à peu près 50% de la flotte qui abandonne chaque édition, c'est un peu la statistique, ce qui prouve que il peut vraiment se passer plein de trucs. Les moyens modernes ne permettent pas de limiter cette case, d'empêcher les abandons et tout. Donc ça veut dire qu'on peut espérer finir, mettre toutes les chances de son côté, vouloir terminer et pas forcément terminer. Bon, j'ai pas pu terminer la dernière fois, donc j'espère bien que cette fois-ci ça pourra le faire et que la malchance sera ailleurs. Est-ce qu'il y a une formule pour terminer la course ? Mettre toutes les chances de son côté, ça veut dire limiter le risque de casse technique parce que c'est un sport mécanique, donc avoir une bonne préparation. Et puis en sport automobile, on dirait éviter la zone rouge, quoi. Il faut respecter le matériel, il faut se respecter aussi physiquement, pas se faire trop mal, pas aller se mettre aussi soir en zone rouge. Et puis, je ne sais pas, pour les croyants, aller prier, et puis pour les athées, juste veiller et puis faire attention à tout ce qui se passe, à tout l'environnement. Vous visez une place particulière cette année ou juste de terminer la course ? J'aimerais raisonnablement être entre 5 et 10e de l'épreuve, ce serait une vraie réussite pour moi. Vous êtes 3 Yvelinois cette année sur le Vendée Globe. Il y a également Éric Bellion et Tanguy de la Motte. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de skippers yvelinois sur une course si importante ? Peut-être parce que les Yvelines, en tout cas la partie que je connais moi, donc Rambouillet, la forêt de Rambouillet, etc. D'ailleurs, check à tous les Rambouillitains. Et en fait, au sud de Paris, assez orienté, assez tourné finalement vers la mer. Quand on veut aller en Bretagne, on passe dans les Yvelines avec l'autoroute A10. Quand on veut aller par la mer via la Normandie, on passe aussi dans les Yvelines avec l'autoroute A13. Et peut-être que culturellement, c'est une région qui abrite des gens qui sont plutôt ouverts au monde et peut-être qui aiment voyager plus qu'ailleurs. Et on continue à parler sport à présent et notamment de baseball et de la finale des playoffs de la 2e division. Pour cela, nous recevons en plateau avec nous Annie Couton, présidente du club de baseball des Couillards de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous jouez les premiers matchs de la finale avec l'équipe senior le week-end prochain. La 1re division se rapproche ? Nous jouons les premiers matchs, oui, nous devons nous déplacer à Saint-Just-Saint-Rambert puisque les finales de D2 se jouent en 5 matchs. Et le gagnant sera celui qui aura remporté les 3 matchs. Donc nous allons faire 2 matchs à Saint-Just-Saint-Rambert. Et le week-end d'après, nous recevrons pour le 3e, voire le 4e ou le 5e match si besoin.
nous espérons nous arrêter au 3e. Est-ce que vous vous attendiez à atteindre un tel niveau cette année? C'était notre objectif, donc nous avons atteint notre objectif. Nous avions, en début de saison, nous avions dit que nous voulions atteindre les finales, donc nous y sommes arrivés. Maintenant, notre objectif est de gagner la finale, et ensuite, ce sera de remporter le match de barrage contre le dernier de la D1, puisque il faut passer ce barrage-là pour pouvoir aller en D1. Si j'en crois mon collègue des sports, Michael Midoro, votre qualification a été un peu rocambolesque. Ah, notre qualification a été curieuse, puisque nous étions, à la fin de la saison régulière, nous étions sûrs de jouer les demi-finales. Donc nous devions pour cela, nous étions deuxième du championnat régulier, nous devions pour cela rencontrer l'équipe de La Rochelle. Et puis l'équipe qui était première était l'équipe fédérale de Toulouse, et ils ont déclaré forfait, ils ont dit qu'ils ne joueraient pas les demi-finales et pas la finale. Donc nous nous sommes retrouvés premiers du championnat régulier, et à devoir rencontrer le 5e qui était Ezine. Et Ezine a aussi déclaré forfait car ils avaient des problèmes et de joueurs et des problèmes financiers. Donc nous avons été qualifiés en finale sans avoir joué de demi-finale. Alors comment ça va se dérouler les prochains week-ends? Un petit peu comment vous allez vous organiser? Il y a une préparation spécifique? Eh bien, la préparation, oui, c'est-à-dire que les joueurs ont repris l'entraînement fin août. Ils espéraient pouvoir quand même faire leur match de demi-finale pour pouvoir avoir du jeu avant d'atteindre la finale. Et c'est vrai que là, ils se sont entraînés. Nous n'avons pas pu avoir de match puisque toutes les autres équipes étaient déjà occupées. Nous n'avons pas pu avoir de match, donc ils se sont entraînés dans un batting center. Ils sont allés s'entraîner à frapper. Mais pour le moment, nous sommes un peu dans l'expectative quant à la qualité du jeu des joueurs, puisque ça va faire depuis le 3 juillet, ils n'ont pas fait de match. C'est un handicap quand même ça pour vous. C'est un handicap, mais justement, quelque part aussi, c'est quand on part avec un handicap, ça donne de la force. Il y a plus de fraîcheur aussi. C'est un peu cette année ou jamais, là, le moment de se qualifier, ça faisait longtemps que vous attendiez ça? Oui, on attend ça depuis. Ça fait 2 ans qu'on échoue en demi-finale. Donc, nous nous étions dit, c'est l'année ou jamais, puisqu'apparemment, l'année prochaine, les championnats de D2 vont être modifiés, ou en 2 poules de 6, et donc, ou en 2 poules de 5, on n'est pas encore tout à fait au courant, donc ça nous convenait pas tout à fait. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de retourner en D1. Après, il y a l'aspect financier, et il va falloir trouver des sponsors, ce qui va être beaucoup plus difficile, puisque aller en D1, il va falloir que nous faisions venir 3 étrangers. Donc c'est vrai que cette année, nous n'en avions qu'un. C'est déjà un sacrifice. Et là, l'année prochaine, si nous voulons concurrencer les autres équipes, il nous faudra 3 étrangers. Du coup, il faudra faire appel à plus de sponsors, aller peut-être démarcher. Il va falloir aller démarcher, oui, il va falloir aller faire du porte-à-porte, il va falloir aller démarcher, mais bon, ça, on va prendre les problèmes les uns après les autres. Nous allons d'abord gagner la finale, après nous allons gagner les barrages, et après nous verrons pour trouver du financement. Le but, c'est de se maintenir après, forcément, en première division, parce que on ne peut pas faire tout à l'ascenseur. Ça n'a aucun intérêt, c'est de se maintenir en première division et de pouvoir enfin garder nos jeunes qui souvent partent dans les autres équipes qui sont en D1 et peut-être récupérer. Nous avons déjà eu des discussions avec des anciens qui étaient à Montigny, qui sont partis jouer dans des équipes de D1, qui nous ont dit que si nous allons en D1 et que nous arrivons à nous maintenir, ils reviendraient chez nous. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Et par rapport aux joueurs étrangers, du coup, le mercato, comment ça va se passer? Alors, quand nous allons savoir si nous sommes en D1, nous allons commencer à regarder. Il y a des sites spécialisés sur Internet, justement. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de ça, qui va aller regarder, faire le marché pour voir ce qu'il y a comme joueurs sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont comme exigence? Parce qu'ils ont pas. Bon, nous avons de la chance par rapport à d'autres clubs parce que nous sommes proches de Paris. Et donc, nous avons plus de chance que, par exemple, que Clermont-Ferrand ou que des clubs qui sont... Bon, à Montpellier a de la chance aussi parce qu'il est au bord de la mer. Mais nous avons quand même plus de chances de récupérer des joueurs car quand même nous sommes très proches de Paris. Après, il va falloir voir ce qu'ils demandent au point de vue financier. Il y a une certaine attractivité. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Si vous gagnez le week-end ou le week-end prochain, vous avez prévu un bus qui ira sur l'avenue du Centre à Montigny. Comment ça va se passer? Non, nous n'avons pas encore prévu. Nous préférons attendre un peu. Nous allons voir ce qu'ils font la semaine prochaine à Saint-Just-Saint-Rambert. Après, nous avons peut-être prévu de faire des t-shirts champions de France, des choses comme ça. Mais le bus, avenue du Centre, non.
Peut-être que les fans le feront, en tout cas. Peut-être que les fans le feront. Bon, mais nous espérons le samedi 1er octobre remplir nos tribunes. Il y aura de l'animation, il y aura une tombola. Nous espérons avoir beaucoup d'animation. Bon, lors de la dernière finale en 2008, nous avions rempli les tribunes. Donc là, nous espérons faire aussi bien. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et nous reviendrons bien sûr sur cet événement sur TV Fil 78. Merci Annie Merci Couton. beaucoup. On va parler consommation locale à présent du 10 au 25 septembre pour les semaines du mangeons local en Ile-de-France. Les agriculteurs, les artisans et restaurateurs qui soutiennent la consommation locale vous ouvrent leurs portes. Corinne Falin est allée à la rencontre de Nicolas Longuet. Il est responsable de la production de la biscuiterie RT opérée en Yvelines. Je vous propose de l'écouter. On a un label qui s'appelle Saveurs Île-de-France où on a été audité. On doit avoir un certain nombre de matières premières qui soient à proximité de notre entreprise. Et le fait aussi de le fabriquer en Île-de-France, opérant en Yvelines, à côté de Rambouillet. Tant qu'on peut, on fait travailler effectivement des partenaires locaux pour une question éthique. Et puis c'est beaucoup plus sain, effectivement, que de faire venir des produits de loin pour éviter du carbone dans l'environnement. Et donc on va accentuer cette démarche parce qu'on y croit et que c'est plutôt logique de consommer des produits locaux plutôt que de consommer des produits hors saison qui ne sont pas forcément locaux, qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc c'est beaucoup plus sain, et puis de faire travailler des gens localement aussi. Donc tout ça c'est beaucoup plus sain dans le temps et périn que de fabriquer des produits à l'autre bout du monde, les rapatrier, Voilà, donc là on essaye de faire travailler du monde et puis essayer d'utiliser au maximum les ressources naturelles de notre région. Les gens sont de plus en plus soucieux de savoir d'où vient le produit, où c'est fabriqué. Le fait de nous localiser, ils peuvent venir. On a une boutique qui est ouverte du lundi au vendredi, de 14h à 18h, où on vend des produits à 7,30 € le kilo. Ils peuvent venir nous voir. La fabrique est juste derrière la boutique. Donc, ce qui permet quand même que les gens associent le produit, où c'est fabriqué, qui c'est qui fabrique. Voilà, on essaye de rester le plus direct au consommateur pour que le consommateur identifie notre produit à nous, qui on est, qui c'est qui le fabrique, les matières premières. Et c'est à présent la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour le 7-8 Les Invités. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Fil 78.